Alors, comment on a fait cette intro? Bah, elle est partie. Elle est partie, on y est. Salut Ben, ça va, tu vas bien? Bah oui, et toi? Nickel. Alors aujourd'hui, effectivement, tu reviens quelques années après pour jouer à, on va le dire, pratiquement au meilleur jeu auquel tu es joué. On peut le dire, pas forcément auquel tu es joué, qui est dans ton enfance, ancré dans ton... Ça fait partie des jeux qui m'ont profondément marqué, et c'est pas pour n'importe quelle raison, parce que c'est Magician Lord. Qui tourne sur La console mythique, voilà. qui est la Neo Geo. Et on dit console, mais vous allez voir qu'on va faire une émission assez spéciale. Je le dis souvent, aujourd'hui ça va être une émission assez spéciale, mais c'est encore le cas aujourd'hui parce que, au-delà du fait qu'on va jouer à Magician Lord, on ne va pas que parler de Magician Lord, parce qu'on va parler de j'ai dit console tout à l'heure et pas réellement, de ce hardware. Et on va se rendre compte, étant donné, parce que Magician Lord, c'est le premier jeu de la console, on va dire. C'est ça, il fait partie des jeux de lancement de la Neo Geo, et il a été l'un des premiers, si ce n'est vraiment le premier, à avoir été développé pour le support. Et donc, effectivement, le sort de Magician Lord tel qu'on le connaît aujourd'hui, le jeu auquel on peut jouer aujourd'hui, est lié au développement de cette console. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer qu'effectivement, ce jeu a eu quelques péripéties. Tout à fait. Voilà, donc on va vous expliquer ces deux choses. On va parler de Magician Lord et de la Neo Geo. Mais pour parler de la Neo Geo, il va falloir qu'on se remette dans le contexte pour pouvoir introduire la console. Pourquoi elle est telle qu'on la connaît et qu'on en fait aujourd'hui, on dit que c'est une console de tous les fantasmes, mais qu'elle n'a pas forcément été développée pour être celle qu'on a connue, on va dire. Bah, disons que l'image qu'on en a n'est pas forcément très proche de la réalité. L'image qu'ils auraient voulu faire. Voilà, de ce qu'était vraiment la Neo Geo dans le concept, en fait. Dans le concept, voilà. Et donc effectivement, on revient un petit peu en arrière. On est en 1987. Le marché de l'arcade fonctionne plutôt pas mal. Il y a de bons jeux, tout se passe bien. Mais il y a une épine dans le pied dans le marché de l'arcade qui est... Bah ouais, c'est-à-dire qu'en 87, même si on voit énormément de jeux dans toutes les salles d'arcade, le gros problème, c'est la copie, quoi. Surtout en Occident, où elle prolifère, elle inonde le marché, et finalement, les éditeurs de jeux derrière ne gagnent pas 1 euro là-dessus. Et c'est commence à devenir un vrai problème, et même un problème pour l'avenir du secteur, quoi. Et c'est pour ça on vous en avait déjà parlé dans l'émission avec Émilie Alpi sur Toki. On avait même donné des chiffres de copies et tout. C'est un vrai problème, ça, dans le milieu de l'arcade à cette époque-là. Donc on est chez Capcom. On parle de Capcom, qui est un éditeur, entre autres, de jeux vidéo, qui fait énormément de bons jeux. Et à ce moment-là, donc en 1987, Capcom envisage de faire un nouveau hardware pour ses prochains jeux arcade. Donc déjà, dans un premier temps, hardware évolué, qui va dans le sens de l'évolution des graphismes à cette époque-là. Mais il y a une chose que Capcom veut faire, c'est-à-dire son prochain système, il faut qu'il y ait quelque chose. Ouais, donc ils partent sur un système sur mesure, taillé par rapport à ce qu'ils veulent pour leur jeu, mais surtout la principale problématique pour eux, c'est d'enrayer le développement de copies de jeux, et donc ils font en sorte d'avoir un système qui va devenir beaucoup plus résistant à la copie, qui pourra permettre justement de contrecarrer toutes ces copies qui inondent le marché d'arcade. Et donc, alors en fait, ce qui se passe, c'est que en interne, ils lancent l'idée. Plusieurs équipes travaillent sur ce fameux système hardware sur lesquels tourneront les prochains jeux de chez Capcom. Et donc, ce système-là, ce sera le CP System. On l'appelle plus précisément maintenant le CPS ou CPS1. Ouais, c'est le terme qui est maintenant donné. Et pour ceux qui connaissent un peu moins l'arcade, derrière on a des jeux qui tournent dessus comme Strider, Coulson Ghost et Final Fight par exemple. Ce sont des jeux vraiment qui ont marqué leur temps, et qui sont techniquement très impressionnants, et qui ont été on va dire des jeux à succès mondiaux. C'est vrai, c'était des jeux de ouf. Et donc effectivement, ce système arrive, mais comme on disait, il y avait plusieurs équipes qui travaillaient sur d'autres pour ce fameux système anti-copie, on va dire. C'était un projet ambitieux, donc effectivement, l'avenir de Capcom en arcade dépendait énormément de ce système, et donc forcément, ils ont mis toutes les forces qu'ils avaient
pour trouver le meilleur système possible. Et donc il y a plusieurs équipes qui ont apporté des projets, et celui qui a été retenu, c'est le CPS qu'on connaît. C'est-à-dire c'est les cartes mères pour expliquer un peu comme à l'époque Camalassian, c'est voilà. des cartes mères avec des composants mais avec une carte en plus qui avait le système anti-copie. Voilà, compatible avec la norme JAMA pour marcher dans toutes les bornes, et avec qui avait une puce graphique customisée qui permettait d'avoir finalement le rendu visuel tel qu'on le connaît propre au jeu CPS. Et c'était celui qui a été validé. Mais il y en a un qui ne veut pas être validé parce qu'il y avait plusieurs équipes. Voilà. Et c'est un projet de monsieur Nishiyama Takashi. Je vais essayer de bien les épeler, les prénoms et noms de famille. Et donc effectivement, Nishiyama Takashi, lui, planche sur un système, mais finalement ne sera pas retenu ce système-là, parce que c'est le CPS qui sera retenu. Et son système, il tourne sur quoi ce système? Quelle est la particularité de ce système? Ouais, on va revenir rapidement sur Nishiyama Takahashi. Oui. Et effectivement, donc pour le resituer, c'est quelqu'un qui est là, un vétéran de l'arcade déjà, même à l'époque. Il était important de le dire, ça. ARM. Il a bossé sur Moon Patrol, un jeu qui à l'époque avait vraiment été un carton, qui avait introduit le scrolling différentiel, par exemple. Il a bossé sur un autre succès vraiment important qui est Spartan X, plus connu chez nous sous le nom de Kung Fu ou Kung Fu Master, donc qu'on a pu avoir sur NES, sur micro-ordinateur, qui a été un vrai succès. Et puis forcément, quand il est rentré chez Capcom, il a été aussi derrière des bons jeux aussi. Des jeux, voilà. Il y a Section Z, Trojan, et notamment le jeu, parce que c'est pas n'importe qui, effectivement, tu fais bien de le dire, ce monsieur. C'est le papa de Street Fighter. Donc le premier Street Fighter, on trouve Nishiyama derrière qui a eu le concept du jeu. Il a eu aussi l'idée des personnages, leur personnalité un peu. Les boules de feu, c'est lui. Voilà, les boules de feu, c'est lui. La borne d'arcade qui était assez impressionnante et originale avec un système de pression où on appuyait de plus en plus fort sur le bouton pour faire des coups durs, c'est lui. C'est un jeu en plus qui a eu un vrai succès en Amérique. Donc c'est le premier, le premier, voilà. Même si on est encore loin du succès de Street Fighter 2, mais qui a quand même eu un succès plutôt important. Donc c'est quand même quelqu'un qui a compté chez Capcom, et donc qui a compté dans l'histoire même du jeu vidéo. Ouais. Et donc tout à fait. Et donc à ce moment-là, lui il a un projet, mais qui n'est pas retenu. Et ce projet-là, c'est quoi en fait? En fait, lui, ce qu'il pense, c'est de plutôt faire un système arcade à cartouche, un peu comme finalement les consoles de jeu, qui permettrait en fait avec une carte mère et la cartouche de l'insérer dedans, et ce serait pour lui la solution adéquate par rapport à la proposition que... C'est un truc de fou là ce qu'on est en train de... Donc en fin de compte, ça me fait penser à quelque chose, un système de cartouche là. Oui, c'est-à-dire que le système de cartouche, on va le retrouver quelques années plus tard dans un autre projet. Oui, et donc c'est là le truc, c'est qu'effectivement, son projet n'est pas retenu, petite frustration... il s'en va, il quitte un peu le navire, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, comme j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens de l'arcade, notamment des gens très impliqués depuis cette époque-là, et tous ont le même son de cloche, c'est-à-dire que suite à cette frustration, il a terminé forcément les projets qu'il avait en cours chez Capcom, mais il a aussi voulu reprendre un peu son envol et voir si l'herbe était pas plus verte ailleurs. Donc il a été frappé à la porte d'un concurrent proche qui était à quelques kilomètres de chez Capcom, et qui est donc SNK, voilà. Et donc SNK à cette époque-là, faut vous dire une chose, c'est que SNK en 1986 a eu un succès assez retentissant avec le jeu Ikari Warrior qui a très bien fonctionné, beaucoup de licences, beaucoup d'argent est rentré dans les poches chez SNK, et à ce moment-là, comme par hasard, ça tombe vraiment bien parce que SNK veut réinjecter tout cet argent pour pouvoir aller de l'avant, quoi. Voilà. C'est-à-dire que la société SNK pendant longtemps a eu des soucis, et Ikari Warrior a été un succès inattendu, et ça a permis d'engranger énormément d'argent, comme tu l'as dit, avec les licences, les portages sur console, sur micro-ordinateur, et puis bien sûr il y avait les bornes d'arcade. Et donc
à ce moment-là, SNK doit penser au développement de la société, à créer d'autres jeux. Ils ont forcément beaucoup plus d'ambition et le hasard a fait que effectivement Nishiyama a quitté Capcom, a entraîné avec lui une partie de son équipe. Une dizaine de personnes, il part avec une dizaine de personnes effectivement. Des gens qui sont dans le développement de jeux et tout ça. Et pour SNK, c'est vraiment une opportunité à saisir parce que, comme on l'a dit, la personne derrière a énormément de succès qu'elle a apporté. Elle a une expérience, elle a une équipe et puis elle a des projets donc. Et voilà, et donc elle arrive avec ce fameux projet de cartouche, mais on va revenir encore un petit peu. On vous parle des SNK, 86 Ikari Warrior, mais à partir de 1987, SNK va faire appel à une société pour développer. SNK ne développe pas de hardware, donc elle va faire appel à une société qui s'appelle Alpha Denshi pour développer leur hardware sur lequel elle va pouvoir développer ses jeux. C'est ça. Voilà, pour résumer, effectivement, c'est ça, c'est que SNK, on est à une période où on est en train de monter en puissance. Les jeux 16 bits sont en train de prendre le marché d'assaut, et SNK se doit d'avoir une réponse à ça. Et la société Alpha Denshi, donc une société qui est là aussi depuis quelques années, qui a produit un succès qui s'appelait Jumputer, donc qui était un jeu une sorte de mahjong en arcade, qui a vraiment bien marché uniquement au Japon forcément, hein, parce que voilà. Et donc derrière ce jeu-là, on a un nom, c'est Eiji Fukatsu. Voilà, c'est-à-dire que un ingénieur. Voilà, il y a un ingénieur. C'est pour ça on vous parle de cet ingénieur, parce qu'effectivement, donc SNK, il y a le monsieur Nishiyama qui arrive. Takashi, ouais. Il arrive chez SNK avec ce projet de cartouche, mais SNK ne développe pas ses hardware, a l'habitude de demander à Alpha via effectivement ce fameux monsieur qui lui est l'ingénieur Eiji, tu le dis mieux ? Eiji Fukatsu, qui lui effectivement est l'ingénieur, et donc vont travailler main dans la main SNK avec Alpha pour mettre au point ce fameux projet de cartouche. Voilà, c'est ça, c'est comme tu l'avais dit avant, en 96 ils se sont retrouvés. Donc comme ils se sont retrouvés, Alpha Denshi et SNK, parce que SNK jouissait d'une forte puissance financière et que Alpha Denshi n'était pas dans les meilleures conditions parce qu'ils n'ont pas eu énormément de hits. À partir de là, Alpha Denshi a développé les hardware pour SNK, et effectivement quand est venu l'idée d'un projet pour notamment concurrencer le fameux CPS qu'on disait avec les hits de Capcom qui étaient Final Fight, Ghouls and Ghosts et tout ça, il fallait que SNK, une société quand même concurrente de Capcom, ait une réponse à la hauteur. Et donc forcément, cette triangulaire-là a permis d'apporter une réponse. Et la réponse, donc forcément, on la connaît maintenant, et c'est pour ça qu'on va vous en parler un petit peu plus loin. Et donc effectivement, va naître fin 88, début 89, début du projet qui aura comme nom de code Kurofune. Voilà. Et Kurofune, c'est le hardware Neo Geo. C'est ça, c'est les prémices de ce que va être la Neo Geo. C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir l'idée du concept, un peu la politique qu'ils allaient avoir autour de ça, et ils se lancent donc dans ce projet d'envergure qui va être un risque pour la société, hein, parce que c'est vraiment quelque chose sur laquelle toute la société va miser pour les prochaines années. Voilà, c'est là qu'ils veulent réinvestir leur argent, et donc sort donc en 1990, exactement le 26 avril 1990, la Neo Geo, avec entre autres un de ses premiers jeux du line-up, donc Magician Lord, c'est le jeu auquel on va jouer aujourd'hui, et qu'on va jouer tout de suite. Allez. Et qu'on enchaîne. Et donc vous verrez qu'on va vous révéler des énigmes, tirer les oreilles aux idées reçues, et vous allez voir en même temps que le projet de Magician Lord et de Neo Geo seront liés d'une certaine manière. Mais on va tout vous expliquer. Et puis on va jouer à un jeu exceptionnel. Un jeu sympa. On fait vite le scénario. Ouais. Un méchant, un gentil. Voilà, il y a un magicien qui est descendant d'une lignée de magiciens appelé Magician Lord, et donc il vient pour terrasser une force démoniaque qui met à mal le monde paisible hop là,
qui était jusqu'à là tranquille. Alors, donc là, il va vous montrer quelque chose, on va parler un peu du jeu, mais là, tu vas essayer de nous montrer quelque chose. Dites-vous une chose, là, on commence un peu pour du lourd. Bon, il y a certaines personnes peut-être qui le savent déjà, mais en 2013, on a découvert quelque chose. C'est l'archéologie du jeu vidéo, et je peux vous dire que moi, qui ai joué à ce jeu-là pendant des centaines de fois, quand tu m'as montré ça au Stunfest en 2013, je suis devenu malade. Il va essayer de vous le montrer, auquel cas il y aura une incrustation. Mais c'est vraiment... Là, tu fais quelque chose, déjà, je vais vous l'expliquer. Il fait un espèce de double saut. Tu contrecarres le jeu, là. En fait, ouais, c'est-à-dire qu'il y a un glitch qui était un peu connu des super players japonais qui ne sont pas forcément nombreux. On vient de le voir. Voilà. C'est hallucinant, ça. Ouais, et donc un glitch qui permet de faire des choses comme ça. Voilà, ouais, après. Ouais, tu vas y arriver. Allez. Et donc là, ce que vous voyez là, on va vous révéler. Mais ça, faut vous dire une chose, c'est exceptionnel de voir ça. Là, t'as du mal là. Ouais. Mais tu vas y arriver. Non, ça va y aller. On va y arriver. Et donc effectivement là, ce que vous voyez, c'est une statue cachée au milieu de nulle part. On n'avait pas du tout accès à cette statue pendant des années. Et en fait, on a appris son existence grâce au double saut en 2013. Officiellement, on va dire qu'on a... Ah. Tu vas y arriver, tu vas le faire. On la voit en même temps. On la voit en même temps. Et on va avoir l'incrustation. Bah, tu sais quoi, on l'a vu. Et on va vous expliquer en fait ce qui est. Tu peux continuer, je pense qu'on l'a suffisamment vu. Vous la voyez en incrustation. Et cette statue, on va vous expliquer pourquoi elle est là. Et elle est liée, cette statue, et bah, tout simplement à ce qu'on vous expliquait au développement de Magician Lord. Mais on va vous dire pourquoi elle est là, cette statue. C'est quand même un truc de fou quand on apprend ça 20 ans plus tard, 23 ans exactement après que le jeu soit sorti. Bah, c'est vrai que ça suscite des questions et forcément on n'a pas forcément toujours les réponses, mais là on a la réponse. On va pouvoir les apporter. Alors maintenant on va parler comme du jeu, parce que dans un premier temps on joue quand même à un jeu. Donc alors vas-y, qu'est-ce que c'est comme type de jeu? Donc comme on peut voir, c'est un action plateforme typique des années fin 80, début 90. On a des power-up, voilà, des ennemis à abattre, un boss de fin de niveau, hop là. Un action platform classique, j'ai envie de dire, de l'époque. Tous les ingrédients classiques en termes de gameplay. Ouais. Et donc effectivement, il faut le préciser, c'est que de la voix même de Wonderfra, si vous vous souvenez, qui était venu dans l'émission Ghouls and Ghosts, Ghouls and Ghosts est un jeu super dur, qui est considéré comme étant un des jeux les plus durs de tous les temps. De l'aveu de Wonderfra, ce jeu-là est même plus dur que Ghouls and Ghosts. C'est un jeu qui est extrêmement dur. Ouais, c'est un jeu dont sa plus grande réputation, c'est sa difficulté hors norme. Et d'ailleurs, même à l'époque, c'est un peu ce qui a fait sa renommée, quoi. C'est que c'était le jeu le plus dur de la Neo Geo, quoi. Qui tenait le plus longtemps en haleine, on va dire. Parce que c'est vrai que la plupart des autres jeux pouvaient se finir assez facilement. Et Magician Lord, il fallait quand même une certaine maîtrise pour les connaissances du jeu pour le terminer. Et donc là, vous voyez Ben jouer. Alors, tu vas pas faire un super play parce que c'est juste impossible. Mais Ben, toi, tu one credit le jeu et des fois one life le jeu. Alors, tu le finis en une vie ou alors en un crédit. C'est quand même énorme ça de pouvoir faire ça. Et là, on est clair qu'on part pas sur ça déjà. Non, là, ça va être difficile parce qu'effectivement, on a des anecdotes à révéler, des choses à montrer dans le jeu. Mais on va essayer quand même d'aller jusqu'au bout du jeu et puis de montrer le plus grand nombre de choses possibles. Alors là, on va essayer d'aller à un endroit là on va parler un peu des influences parce que là, on parle du jeu. On va parler des influences de ce jeu quand même. Ouais, là, moi je pense que tout le monde a pu le voir un peu graphiquement. C'est vrai que dans le contexte de 90, déjà c'est plutôt réussi, coloré. Tu crois y aller juste après à la porte? Ouais. On le fait d'abord. Détaillé, tout ça. Voilà. Et donc voilà, il y a des influences, plusieurs influences dans le jeu. Avec notamment. Dont une, voilà, qui parlera certainement à beaucoup de personnes. Hop. Surtout ceux qui connaissent l'œuvre de Amano, voilà. Donc voilà, hop là. Le manga, c'est un manga, un animé.
Donc on reconnaît avec la lune derrière, le personnage habillé, on va dire, avec une cape, un chapeau de couleur bleu foncé, tout ça. Voilà, ça c'est... C'est Vampire Hunter D et Voilà. effectivement toutes les illustrations, si vous voyez des illustrations sur internet, il y a toujours la lune derrière et c'est... Là on est dans du Vampire Hunter D, donc c'est effectivement Akira Ishizawa qui est donc le game designer du jeu, le producteur, producteur graphiste du jeu. Voilà, il est planeur et graphiste, directeur dans le jeu, parce que bon, c'est à l'époque encore, c'est des petites équipes donc qui utilisent, qui font plusieurs postes sur un jeu. Et donc lui, c'est lui qui a voulu clairement intégrer un autre élément très fort dans l'univers, c'est l'univers de Lovecraft. Lovecraft. Ouais, Lovecraft. Et donc... Vous voyez des incrustations, hein. On l'a déjà vu dans le premier stage, vous voyez des incrustations, mais c'est hyper flagrant. Voilà, une fois qu'on connaît l'univers de Lovecraft, et ben forcément ça saute aux yeux. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qui était trop utilisé dans les autres jeux vidéo. C'est vrai que les autres jeux vidéo, la plupart du temps, ils utilisent des univers tels que celui d'Alien de H.J. Giger ou d'autres choses comme ça. Oui, des démons, souvent, Voilà, comme Ghouls and Ghosts par exemple. Voilà, des choses un peu du folklore classique. Et c'est vrai que là, c'était assez original pour un jeu. Il a son identité malgré tout le jeu. Bah, grâce à ça, ouais, il a une identité forte qui le démarque d'autres productions action platformer de l'époque. Alors là, il y a un défaut dans ce jeu-là, par contre. Et là, on le voit, là, c'est très flagrant. Dis-le nous, et j'ai un article, je vais le lire. Regardez un petit peu, dites-nous s'il y a quelque chose qui cloche. Donc là, on a le joystick de septembre 90, et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui cloche là. Vas-y, dis-le nous, allez. Non, c'est vrai que même si les graphismes et la difficulté du jeu, tout ça, c'était des choses qui étaient plutôt des qualités pour l'époque, il y avait quand même un reproche qui était assez récurrent, c'était l'animation du personnage principal. Et effectivement, hop là, voilà, j'ai battu le mid-boss. Effectivement, il y a là-dessus certainement une explication assez simple, c'est que si le designer était plutôt doué pour le graphisme des sprites, l'animation c'est encore autre chose. Parce que c'est lui en plus qui a fait les sprites, voilà. C'est ce qu'on vous expliquait, qui a eu l'influence, etc. Voilà, c'est la même personne qui s'est occupée du design des sprites. Il l'a plutôt bien fait pour la partie graphique, mais l'animation c'est encore autre chose et effectivement on peut voir dans le déplacement, il y a beaucoup de frames d'animation pour le personnage, mais il y a un manque de fluidité flagrant, assez flagrant. Et donc le disait joystick. Mais voilà, l'animation des divers protagonistes de cette aventure n'est pas exactement ce que l'on serait en droit d'attendre d'une machine de ce calibre, et surtout pour un jeu de ce prix. Et effectivement, c'est le défaut. C'est vrai que les personnages sont un petit peu saccadés. Voilà. Voilà, c'est un petit peu on l'a tous vu, on se l'est tous dit ça. Alors maintenant, on vous a dit qu'on allait parler de la Neo Geo. Donc là, on fait un retour en arrière. On vous a dit que Alpha et SNK développent une console. Là, on arrive donc à une date où la console est terminée et où SNK donc va faire une annonce et va convier 1200 personnes. Donc on est le 31 janvier 1990, la console sortira le 26 avril, donc on est 3 mois avant la sortie de la console. SNK, à côté du siège social de SNK à Osaka, plus précisément à Esaka, à l'hôtel Tokyo Inn, invite 1200 personnes pour présenter ce fameux système. Et ce fameux système, c'est quoi? C'est parce qu'effectivement, c'est pas une console. Alors, en fait, ouais, c'est vrai que pour eux, SNK, comme on l'a dit, c'est une société d'arcade, spécialisée dans l'arcade. Et donc, eux, ils sont dans une logique arcade. Et avec comment on appelle ça, avec ce projet-là, c'est toute la société qui est engagée, c'est l'avenir de la société. Ils veulent vraiment révolutionner pour eux le système d'arcade. Ils veulent vraiment bouleverser les codes. Et donc à cet effet, ils ont invité énormément de gens, les distributeurs, les gérants de salles de jeux importantes, la presse, pour vraiment faire une annonce fracassante. Et c'est pas une seule annonce qui va être faite, mais une double annonce en fait. Parce qu'effectivement, ils veulent tout casser. Donc alors ils arrivent, ils disent voilà, on va faire un système d'arcade basé sur des cartouches.
Ce qui est déjà voilà plutôt sympa pour l'époque. Qui sort de, on va dire, qui sort de l'ordinaire pour l'époque. Parce qu'effectivement, on vous l'expliquait, une PCB, c'est une grande carte, etc. Et là, ils arrivent avec un système de cartouches, donc à destination donc des exploitants, mais ils arrivent avec une deuxième idée, c'est-à-dire que ces jeux qui sont à destination des exploitants, on aura exactement la même chose, mais cette fois-ci pour un autre marché. Voilà, le marché, comment dire, locatif. En fait, ce qu'ils se disent, c'est que finalement, ils vont essayer d'élargir le marché de l'arcade plutôt que de penser au portage de jeux comme il y a pu avoir avec Ikari Warrior ou d'autres façons de voir les choses. Ils se sont dit, on va amener l'arcade à la maison chez les gens. Et donc pour eux, il est évident que comment dire, commercialement, ils peuvent pas se frotter à des pointures comme Nintendo ou même Sega qui ont clairement, qu'on appelle ça, une part importante et une connaissance du marché. Sur la distribution, toutes ces choses-là. Donc ils se sont dit, non, nous on va procéder différemment, on va vraiment apporter l'arcade à la maison, mais pour ce faire, on va utiliser le réseau des vidéoclubs et aussi l'aide des salles de jeu qui voudront s'y joindre pour que les gens puissent jouer à la maison, à la Neo Geo à la maison. C'est-à-dire que vous compreniez, vous jouez à Magician Lord en arcade, dans une salle d'arcade, donc ça c'est la version brute, comme vous le voyez, c'est une version MVS, on appelle ça un jeu MVS. Et après, ce que vous faisiez, c'est que quand vous étiez par exemple dans la salle d'arcade, éventuellement, si l'exploitant avait, vous pouviez aller au comptoir et demander, je loue la Neo Geo, la console, ce qu'on a nous appelé une console, on loue la console et on continue sa partie à la maison. Mais comment on continue sa partie à la maison? La chose qui était vraiment bien vue, c'est-à-dire que sur la borne d'arcade, on avait une memory card, on repartait avec la memory card et on terminait sa partie à la maison avec la memory card. Voilà, c'est ça le projet, c'était le lien entre la maison et la salle de jeu. Ça, c'est la carotte, ça. Voilà. Ça, c'était le lien pour faire le lien entre les deux. Ça a été pensé assez bien. Et puis c'est révolutionnaire aussi parce que c'est vrai que la memory card après arrivait bien après sur les autres machines. Ouais. Donc effectivement à cette fameuse conférence, donc ils annoncent, et là pour bien que vous compreniez, en fait un jeu MVS donc arcade et un jeu entre guillemets domestique, c'est pas le même, c'est-à-dire qu'on n'a pas exactement la même longueur de PCB, ce qui fait qu'on peut pas changer, on peut pas intervertir. Donc voilà, il n'y avait pas en plus, on pouvait pas mettre les jeux arcade dans la version home et vice versa. Ouais. Et donc voilà, mais alors leur approche en fait à eux, c'est qu'à l'époque un jeu arcade ça vaut entre 120 000 et 150 000 yens, ce qui est quand même assez cher. Mais SNK, au-delà du système anti-copie, il va révolutionner autre chose, quoi. C'est le prix, c'est quoi? C'est qu'ils ont une vraie politique derrière le lancement de la Neo Geo, c'est de casser les prix pour inonder le marché. C'est-à-dire que si par exemple la plupart des jeux d'arcade à l'époque sont entre 100 et 150 000 yens, ce qui fait une sacrée somme, eux, SNK, ils veulent proposer des jeux à 30 000 yens. Donc c'est des jeux qui sont 5 fois moins chers, on va dire entre 3 et 5 fois moins chers que le prix habituel d'un jeu d'arcade. Donc ils veulent vraiment casser les prix pour être agressifs et inonder le marché. Et aussi parallèlement, cette stratégie de prix, là on revient encore sur le problème de copie, avec des prix aussi bas, ils savent qu'ils n'auront pas vraiment à craindre les problèmes de copie, parce que ceux qui font des copies, de toute façon, vendent les jeux déjà plus chers généralement que les... Il n'y a aucun intérêt de faire une copie à ce moment-là. Il n'y a aucun intérêt, c'est pas du tout intéressant pour ceux qui veulent produire des copies. Donc effectivement, un jeu Magician Lord, quand il est sorti donc à l'époque, coûtait 28 840 yens. Donc comparé à un jeu arcade, c'est rien. Mais en fait, on vous disait, c'était la Rolls Royce des consoles. Mais effectivement, la démarche, le business plan de la Neo Geo, du système, le hardware Neo Geo, est une démarche low cost, on peut le dire quand même. Ouais, c'est pourquoi ça, ils veulent pratiquer les prix les plus bas forcément pour de l'arcade, parce que juste pour dire, pour une console, c'est la Rolls Royce des consoles comparé à la Mega Drive, à la Super Nintendo. Mais pour de l'arcade, c'est la deux chevaux des systèmes arcade. Ouais, comment dire, c'est pas clairement un foudre de guerre techniquement pour le marché. Tu vas trop vite toi là. Tu vas finir le jeu trop vite là. Mais non, ça. Mais si. Oui, c'est pas un foudre de guerre.
guerre. Ouais, c'est pas un foudre de guerre. Donc effectivement, c'est techniquement la Neo Geo, elle est, on va dire, dans les standards moyens de l'arcade des années 90. À part peut-être sur la partie sonore où on en reviendra peut-être après. Alors on va aborder ça, c'est-à-dire qu'effectivement, à l'origine, la Neo Geo, ils envisagent des zooms, ils envisagent des rotations, donc au niveau du hardware, qui vont finalement abandonner, annuler. Et là, vous allez me dire, mais la Neo Geo, elle fait des zooms, qu'est-ce que tu nous racontes? Et non, la Neo Geo ne fait pas de zoom. La Neo Geo sait faire que du dézoom. Je vous explique. La Neo Geo, elle prend un personnage. L'avantage, c'est qu'elle peut afficher des grands sprites, c'est ça? Ouais, la Neo Geo, de par sa conception, peut afficher des personnages de très grande taille. Ouais. Et donc, en fin de compte, la seule chose qu'ils font, c'est qu'en fait, ils rapetissent un personnage, ils lui font prendre sa forme initiale. Mais ce n'est pas un zoom, c'est-à-dire on n'agrandit pas le sprite. On le rapetissit et on lui fait revenir à sa taille initiale. Mais comme on peut faire des gros sprites, des tailles assez grandes, et ben on a cette impression, quand il revient à sa taille initiale, on a une impression de zoom. Mais ce n'est pas un zoom, parce qu'effectivement, ça coûtait trop cher à l'élaboration de la console. Et en fin de compte, Alpha Denshi, qui était en charge de faire la console, on leur a dit tu supprimes ça, tu enlèves ci, ceci, cela. C'est ça, c'est qu'au départ Alpha Denshi, qui est responsable du développement du hardware Neo Geo technique, enfin des capacités techniques, a une ambition importante parce que la Neo Geo, le projet est censé s'inscrire dans la durée, et donc il faut que pour eux, il faut que les capacités techniques soient puissantes en fait, pour que ça puisse durer dans le temps. Donc eux, ils veulent intégrer tous les éléments techniques qui sont d'époque, actuelle, à la mode. Voilà, le zoom, la rotation, les scrolling différentiels, toutes ces choses-là. Mais SNK veut pas. En hardware, mais voilà, le problème c'est que tout ça, ça a un coût, et comme le concept c'est de faire une console, pas une console, une machine pas trop chère pour pouvoir justement en produire énormément et avoir des prix agressifs, ils sont obligés de restreindre les capacités, et au fur et à mesure ils sont obligés de supprimer des éléments hardware qui étaient impressionnants, quoi. Et qui étaient par définition coûteux. Coûteux, tout à fait. Bah, c'est des économies d'échelle en plus. Chaque petit changement peut économiser des millions d'euros, on va dire. Oui, et en plus leur état d'esprit, c'était de faire des jeux, donc la cahier des charges, des jeux avec des développements très courts, plus de jeux possibles, etc. Donc voilà, ça va dans une démarche des jeux quand tout coût de développement et développement très court. On baisse les chipsets qui coûtent cher, et donc tu parlais, par contre, ils vont pas faire l'impasse sur une seule chose, c'est le son. Ouais, c'est la partie sonore, ouais. Notamment, on sait que SNK a toujours été très attaché à ça, notamment avec Psycho Soldier, qui était un jeu qui... ça chante carrément, il y a de la musique. Il y a une chanson derrière, donc pour l'époque c'est extrêmement impressionnant. Mais il n'y a pas que ça. Et même surprenant. Donc voilà, ça c'était un élément important. Et ils veulent aussi pouvoir intégrer du doublage, des voix digitalisées. Et ils ont dans l'idée toujours d'une réduction de coût, même pour la version console, que ce soit intégré dans les jeux en début des spots publicitaires. C'est-à-dire que comme la Neo Geo, c'est énorme quand même. C'était vraiment dans le coup de baisser tous les tarifs, de récupérer de l'argent à droite à gauche. Ils espéraient avoir des sponsors qui allaient faire une annonce publicitaire au moment où on lance le jeu, genre pour un jeu de baseball, on aurait une boisson énergisante avec un slogan, et voilà. Donc c'était aussi une. Donc ça, ils font pas la restriction parce qu'ils se disent ça, c'est ce qui va pouvoir nous ramener de l'argent. Finalement, ils le feront pas. Ils disent que ouais, ça pourra ramener de l'argent. Après, voilà, on s'improvise pas forcément comme ça, et il est difficile d'aller voir des marchés. Des agences pour leur dire voilà, faites une pub dans des jeux qu'on va louer au vidéoclub, machin. C'était pas forcément une idée facile à mettre en place. Donc vous avez bien compris, la Neo Geo à la base, donc c'était ni plus ni moins un système qui était en location, voilà, et il y avait le système arcade qu'on pouvait jouer sur les bornes d'arcade. Donc là, j'ai envie, Ben, parce que là on parle de la location, là je viens de parler de la location, qu'on tire les oreilles, et je me tire l'oreille à moi aussi, parce qu'il y a une idée reçue. C'est comme ça, une idée reçue historique qui dit que, alors, je vous ai montré tout à l'heure, donc, le jeu Magician Lord, qui est dans une boîte en plastique, voilà. Mais Magician Lord est sorti en boîte carton,
Et alors l'idée reçue de ces boîtes carton serait que ce sont les versions qu'on pouvait louer. Bah, c'est effectivement ce que j'ai souvent lu sur internet. C'est que voilà que les premières versions des jeux Neo Geo au Japon, c'était des boîtes carton parce que c'était pour la location et tout ça. Ce qui est totalement faux en fait. C'est parce que alors on va revenir. Donc ils lancent leur console, une ambition, tout va bien, mais il y a un constat à faire. Un an après, pratiquement un an après, il y a un constat. Leur ambition en fait elle est... Bah, c'est-à-dire que même moins d'un an après, ils se rendent compte rapidement que les objectifs qu'ils avaient placés dans la location et dans leur politique n'étaient pas du tout atteints et ils étaient loin d'être atteints. Et parallèlement, en Occident, ceux qui vendaient la Neo Geo, qui vendaient les jeux, qui s'occupaient de la Neo Geo, eux voulaient plutôt axer la vente sur une politique grand public. Pas grand public, mais de vente de consoles auprès d'un public plus âgé, avec plus de moyens financiers. Oui, c'est une cible de niche. Voilà, de niche. Qui est des gens qui avaient de l'argent. Parce que pour revenir en arrière, quand on vous a parlé de la conférence de presse avec 1200 personnes, la question a été posée à ce moment-là, mais est-ce que vous envisagez d'en faire une console en vente dans les magasins parce qu'elle n'était pas en vente dans les magasins, voilà. Elle était juste en vente par correspondance pour ceux qui avaient un petit peu d'argent. Ils pouvaient faire la demande à SNK, mais SNK, quand on leur a posé cette question, c'était c'est pas prévu, c'est pas à l'ordre du jour. On étudie la question. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a qui leur ont posé parce que la console était en location pour une dizaine d'euros. On pouvait louer la console 2 jours, enfin une soirée, quoi. Voilà. Et on avait, ça représentait un certain budget et on pouvait jouer à la console. Mais la question d'acheter la console s'est naturellement posée. Et effectivement, ça faisait pas partie de leur plan en fait à la base. C'était pas la stratégie première parce que quand la question a été posée, ils ont dit oui, on étudie la question, mais pour l'instant rien n'est prévu. Il faut quand même s'imaginer que la console coûtait 60 000 yens, les jeux 30 000 yens. Alors pour le marché de l'arcade, 30 000 yens, c'est pas du tout... c'est rien, c'est peanuts. C'est peanuts, parce que ces exploitants, ils ont des business à faire tourner, ça génère beaucoup d'argent, mais pour un particulier, ça représente quand même une sacrée somme. C'est-à-dire qu'on est en train de parler du prix d'une console comme la Super Nintendo, par exemple, qui est sortie quelques mois après. Mais là, c'est juste pour un jeu, quoi. C'est pas une console qu'on a pour ce prix-là, c'est un jeu. Donc c'est un jeu, c'est énorme. C'est un budget qui est quand même loin d'être anodin et qui n'est pas du tout celui de la plupart des usagers de consoles de jeu. Et donc effectivement, alors, ça veut dire que c'est quoi ce jeu? Pourquoi on a des boîtes carton? Alors, est-ce que c'est les jeux en location? Non, alors c'est donc toujours dans cette logique de redresser la situation, de répondre à une certaine demande. Ils finissent par se dire, on va lancer au Japon officiellement la console comme une console de jeu, avec la distribution dans les boutiques de jeux vidéo, avec tout ce que ça comporte. Et ils vont se dire, pour bien marquer le coup, on va bien préparer la chose et on va faire une sortie avec un line-up prévu à cet effet, 17 jeux. 17 jeux. Et en boîte. Voilà, et on va essayer de proposer un prix plus attractif que les 30 000 yens parce que ça reste toujours une somme importante. Et donc ils vont casser les prix des jeux qui étaient vendus à l'époque par correspondance essentiellement. Et donc ils vont passer de jeux à quasiment 30 000 yens à des jeux qui sont aux alentours des 15 000 yens. Effectivement, ils passent de 28 840 yens, cette version-là, et celle-ci, elle passe à 15 800 yens. Donc effectivement, en fait, ça veut dire que en fin de compte, ils ont fait un packaging low cost, ils ont downgradé la qualité pour pouvoir baisser les prix. Donc, messieurs, on s'est tous dit que ça c'était des jeux en location. Non. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, on en y a parlé tout à l'heure, c'est pas logique un jeu comme ça. Vous imaginez bien que si vous le mettiez dans votre sac en location et tout ça, au bout d'une semaine, le jeu, la boîte, elle aurait été explosée, quoi. Voilà, c'est ça. C'était pas logique que ce soit de la location. Les jeux qui étaient prévus, qui étaient pour la location, ils avaient prévu des sacs qu'on peut certainement voir sur internet en photo, et dedans on glissait la console et les jeux. Et effectivement, des jeux en boîte en carton, c'est inimaginable que ça puisse résister à un tel type de transport.
Et donc, en fin de compte, les boîtes carton, ce sont des boîtes à la vente pour pouvoir rendre la console plus accessible le jour où ils ont annoncé qu'elle était grand public. Voilà, ils ont fait des économies encore d'échelle pour, encore une fois, le plus baisser les coûts, parce qu'on imagine que sur des dizaines de milliers d'exemplaires de jeux, au final, ça représente une différence significative. Et donc voilà, et effectivement, d'ailleurs, très rapidement, la faiblesse de ces boîtes carton c'est montré, quoi. Bah oui, c'est pour ça qu'ils sont revenus après, par la suite, parce qu'il faut savoir, c'est que... non, on va l'aborder tout à l'heure. N'allons pas plus vite que la musique. Ça tombe trop bien, n'allons pas plus vite que la musique. Voilà. Là, on a une musique qui est la même... là, on a quoi, là? Qu'est-ce qui se passe avec les musiques, là? Là, alors, pour ceux qui ont un peu fait prêter l'oreille ou ceux qui connaissent le jeu, effectivement, là, on est à une musique qui est la même que celle du stage 2. Donc une réutilisation de la musique, et souvent dans les jeux vidéo, quand il y a une réutilisation de la musique, c'est soit pour des soucis un peu d'économie de mémoire parce que ça manque de place mémoire, mais aussi parce que au niveau du temps, ils n'ont pas eu le temps de développer suffisamment de musique pour tous les stages. Et pour Magician Lord, effectivement, la musique, qu'on appelle ça, a été faite vers la fin du développement et dans un temps record. Et parce que c'est là, après on va enchaîner directement quand vous expliquez le développement de la Neo Geo avec ce jeu-là. Donc effectivement, en fait, ils ont un laps de temps assez court pour développer les musiques, et donc il va y avoir 3 compositeurs, ce qui est pas très courant pour l'époque, et c'était pour ça en fait. Ouais, c'est-à-dire que comme ils ont peu de temps pour faire les musiques, ils mettent 3 compositeurs sur l'affaire. Et donc voilà, ils développent des musiques, sauf que ces compositeurs-là ne sont pas du tout... ils n'ont pas le même univers. Ils n'ont pas le même univers. Et toi, c'est ce qui te plaît, parce que tu me dis qu'elles ont pas leur pareil, et en plus du fait qu'elles ont... Alors on va le dire, effectivement, donc il y a, excusez-moi pour les prononciations, il y a Yuka Watanabe qui a un style jazz fusion, lui, c'était son style. Ouais, c'est ça, elle, ouais. Hiroaki Shimizu, donc lui c'est le plus style heavy metal, et après on a Hideki Yamamoto qui lui est plus rhythm and blues. Et ce qui pour toi fait cette spécificité de musique qui se ressemble pas même dans le jeu, quoi? Ouais, non, c'est vrai qu'on a des musiques qui ressemblent pas à des musiques d'autres jeux, et puis elles sont assez variées dans leur style, donc ça donne une touche particulière à Magician Lord, et elles sont exceptionnelles. Et elles sont vraiment de qualité. Là. Donc voilà, et donc, alors, bon, pas le temps, parce qu'effectivement, là, on va aborder qu'effectivement, Magician Lord, en fait, de par son concept de base, de par le fait qu'on a couché Magician Lord sur du papier pour dire qu'est-ce qu'on allait faire comme jeu, jusqu'au jeu final auquel on est en train de jouer, il va s'en passer des choses, parce qu'on a retenu 6 étapes, et Magician Lord, en fait, il va subir le développement de la Neo. Ouais, on va revenir un peu sur le départ de Magician Lord, effectivement. Au départ, le Magician Lord a été pensé au tout début du projet, et donc les capacités techniques n'étaient pas arrêtées, toute la politique n'était pas arrêtée, le développement de la Neo a eu beaucoup de chamboulements. On l'a dit, hein, voilà. On enlève les zooms, on enlève les rotations. Voilà, donc au départ, voilà, le projet, en plus comme ça allait être joué aussi à domicile chez les gens, ils pouvaient y jouer, il y avait une mémoire card et tout ça. ADK, enfin Alpha Denshi à l'époque, était parti sur l'idée de plus d'un jeu console, c'est-à-dire avec les standards du jeu console. Il y a des différences entre les jeux arcade et console qui échappent à personne. Les jeux consoles généralement sont plus grands, on va dire depuis Super Mario Bros, des niveaux plus grands, une exploration. On faisait la différence effectivement entre un jeu arcade et un jeu console où c'était pas un jeu arcade, c'est très linéaire, on va presque d'un point A à un point B. Et les jeux consoles, effectivement, on explore. Voilà. Et ils partent sur cette direction-là, mais en termes de kikakusho, et un kikakusho, c'est quand on écrit sur papier, on pose le projet. Voilà. Et donc le projet initial de Magician Lord, effectivement, c'est clairement celui d'un jeu console. Donc qui part sur la base, on va dire, de l'univers de Lovecraft. Et après, il s'imagine sur un jeu un peu plus aventure plateforme, avec les transformations qui étaient déjà initialement prévues. Mais alors il y en a 6 là. Voilà, là comme on a pu voir, on l'a vu, il y en a plusieurs. Il y en a 6. Et eux au départ étaient partis donc sur les éléments, là les pierres qu'on ramasse, le feu, le vent et l'eau. Et
ils voulaient qu'on utilise pas 2 comme on a là, mais 3 gemmes pour des combinaisons quoi. Pour faire des combinaisons, ce qui aurait donné au total en fait 27 personnages. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un truc de fou quand même. L'idée initiale, c'était d'avoir 27 transformations dans Magician Lord au lieu des 6 qu'on a. Dont une, c'est un peu le centaure là, le voilà, il y en a une qui pour l'équipe, pour en avoir discuté avec, c'est qu'il y en a une qui vraiment, on regrettait de ne pas pu l'avoir intégré, c'est un centaure. Mais ils ont finalement fait des choix parmi les 27 protagonismes, des choix par rapport en termes de gameplay, par rapport au level design un peu, et aussi de variété pour que ce soit assez facile à utiliser dans le jeu. Donc effectivement, déjà première chose, il y a une coupe. Les niveaux aussi, on était sur un jeu donc un peu plus esprit console, donc ils imaginaient plus d'exploration, des niveaux grands, comme beaucoup de jeux de console de l'époque, on va dire. Ah, donc là, c'est la première version, on va faire très rapidement. Ouais. Donc, on sait qu'il y a une version, comme on vous parlait, la console, à la base, elle faisait des zooms, des rotations, donc ils vont développer une version de Magician Lord avec des zooms et des rotations. Donc voilà, très rapidement, ils disent que ça va pas être possible quand même d'intégrer tous ces éléments dans le jeu, parce qu'il y a une question de budget, de temps et de mémoire. Donc ils commencent à faire déjà une première sélection, comme on en a parlé, sur les personnages, mais aussi effectivement encore du développement. Il y a des choix qui sont faits au niveau hardware de nivellement, on va dire, par le bas, en retirant des spécificités techniques qui forcément aussi sont retirées dans le jeu qui est en développement Magician Lord. Donc ils se vont amputer des zooms, mais alors on en voit depuis tout à l'heure, vous avez bien remarqué qu'à chaque fois que les ennemis meurent, ils rapetissent. Vous voyez, c'est pas des zooms, ils rapetissent. C'est cette variante qui fait l'impression que c'est des zooms, mais c'est voilà. Des zooms. Disons qu'il n'y a pas de grossissement d'éléments graphiques. Qui ferait que ça ferait un pâté de pixels comme sur Super Nintendo, entre autres, voilà. Sans rentrer dans les détails de la Super Nintendo, parce que c'est pas réellement des zooms de sprites, c'est des zooms de décors. Voilà. On n'en parlera pas. Mais donc effectivement, donc cette deuxième version, ils annulent les zooms et les stages. Au début, vous voulez des stages au Kikakusho, des grands stages, et là, il y a quand même des stages assez moyens. Donc maintenant, on arrive à une troisième vague, on va dire, où il n'y a plus de zoom. On a les stages moyens. Donc là, ouais, ils sont en plein développement du jeu voilà. À ce moment-là. Ouais. Et là, le jeu quand même prend quand même une forme, parce que on commence à avoir plein de carrés de vie qu'on ne retrouvera plus par la suite. Ils sont toujours dans l'état d'esprit quand même d'un jeu. Toujours encore un peu console. Hein. Plus console, ouais, tout à fait, parce qu'ils s'imaginent que les gens vont jouer un petit peu chez eux, enfin un petit peu en arcade, et puis après vont continuer l'aventure chez eux. Voilà, ils s'imaginent un peu plus l'idée comme ça que d'avoir un pur jeu arcade, quoi. Un pur jeu arcade, tout à fait. Et donc là, il y a un location test. Donc ils vont dans une salle d'arcade, ils mettent le jeu, il y a des gens qui jouent, ils reprennent les réactions des gens, ils voient comment les gens, s'ils arrivent à jouer, si c'est pas trop dur, etc. Mais là, il y a un problème, c'est que le jeu. Ouais, c'est ça, c'est que au Japon, c'est assez commun de tester les jeux en version bêta en arcade avant qu'ils sortent pour voir un peu finalement comment ça fonctionne avec le public. Et Magician Lord, faut rappeler que la console est sortie en avril 90 et le log test a lieu en 90. Donc voilà, d'où les musiques, le temps pour faire les musiques et tout ça, quoi. Tout est très ils sont très limités par le temps et ils se rendent compte au moment de faire du log test qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jouent un peu au jeu, mais les parties durent longtemps, donc les gens insèrent peu d'argent et finalement ils se rendent compte qu'ils ont fait fausse route et par rapport à cette donnée-là et SNK, appuyé par SNK qui effectivement demande expressément aussi que les jeux correspondent aux standards arcade, c'est-à-dire ce qu'on appelle les standards arcade. Là, on a un peu parlé des normes pour la console. Pour l'arcade, c'était des jeux avec, on va dire, la première partie qui dure à peu près 3 minutes, on arrive au boss. C'est vrai qu'en arcade, il y a un standard à l'époque, c'est qu'on commence un stage, une pièce, pardon, et notre partie doit durer en moyenne 3 minutes. Pas plus, parce que ça voudrait dire que plus, il y a moins d'argent qui rentre. Voilà. Et là, ce jeu-là, en fait, ça durait plus de 3 minutes les parties, c'était juste une catastrophe. Voilà, les parties duraient longtemps, donc il n'y avait pas trop de challenge, donc finalement, ça fonctionnait pas. Donc ils se sont décidé de changer la donne à quelques semaines avant la version finale. Donc ils ont changé énormément d'éléments, mais dans la précipitation, c'est-à-dire qu'il y a des parties de stage, ils se sont dit on va les retirer, on va faire les stages plus courts, un peu plus linéaires au début. Ah, et là, on va vous répondre pour la statue.
Voilà. Parce que la statue, c'est quoi en fait? C'est les vestiges de quoi? De la version... De cette version-là, bêta, de cette période-là. C'est-à-dire que il y avait encore une partie un peu exploration, il y avait plus de portes, il y avait des niveaux où on pouvait un peu plus se balader, tout ça. Et ça, forcément, déjà, dès le premier niveau, comme il fallait que ça corresponde à 3 minutes de partie, et ils ont tout coupé, quoi. Ils ont coupé tout, ils ont fait quelque chose de très linéaire, et finalement, voilà, ça correspond un peu au standard, mais ils l'ont fait dans la précipitation, c'était pas du tout le projet initial. Et donc on voit par exemple le flyer, on voit des photos de la version bêta. Donc là notamment le flyer, on a par exemple dans un GameEst, que je vous montre ici, pareil, on a des photos de ce qu'était la version bêta. Et on a quelques photos comme ça qui sont sur le net. Donc là vous le voyez de toute façon en incrustation. Et donc je te l'ai montré tout à l'heure. En fait, je me suis dit une fois, un jour, je me suis fait mais attends, je vois des trucs. Je me suis dit mais attends, on fait ça et on met ça devant. Et en fait, on peut reconstituer une partie du stage, en fait, un pan de stage. Ah ouais, donc t'as bien travaillé sous Photoshop. Et effectivement, ouais, ça on reconstitue ce qu'était à l'époque une portion du stage. Ouais. Donc là, effectivement, location test. Et il y a une chose même qui est marrante, c'est qu'en location test, ils disent on arrête cette version-là, on l'annule, on repart sur une version. Mais malgré tout, cette version, c'est donc la version qu'on connaît aujourd'hui, à laquelle on est en train de jouer. Elle va être acceptée, mais à contre-cœur, parce que la console doit sortir, et donc ils vont la laisser, mais cette version-là, en fait... ouais, comme où il n'y a plus de lestage, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que, ouais, effectivement, dans la précipitation, ils font beaucoup de coupes, le niveau de difficulté, il faut l'augmenter, mais comme ça n'était pas prévu dans le game design d'origine, ils ont donc dû artificiellement trouver des solutions pour rendre le jeu plus difficile, et tout ça dans un laps de temps qui permet pas de le tester de façon optimum pour bien analyser la difficulté, si tous les paramètres sont bons, tout ça. Et la deadline était telle qu'il fallait quand même arriver pour la sortie de la location de la... Voilà, c'est-à-dire que ce qui était acceptable si on jouait au jeu à la maison avec la version domestique ne l'était pas en standard arcade, parce que notamment en arcade, il y a une donne qu'on n'avait plus à l'époque. Les jeux comme R-Type où on mourait, on recommençait au début du stage, c'était décourageant parce qu'on n'était plus de pièces quand on arrivait au boss. On arrive au boss, moi-même, quand je joue en arcade, j'arrive au boss, si je me dis oh là là, je meurs, je dois recommencer, je mets pas de pièces. Mais par contre, si je me dis en mettant une pièce, je vais pouvoir continuer ma partie là où je suis, je vais mettre la pièce. Et là, cette première version, c'est la première version qu'on connaît en cartouche. C'est pour ça qu'on va vous expliquer, on vous explique qu'effectivement, sur Neo Geo, il existe 2 versions de Magician Lord. Une version où on réapparaît, là où on meurt, et une version où on recommence au début du stage. C'est ça en fait. C'est ça, c'est que en fait, pendant moi j'ai eu le jeu. Parce qu'on s'est toujours posé la question, ça a été une énigme ça. Voilà. Pourquoi il y a 2 versions de ce jeu? Parce que effectivement moi j'avais le jeu, j'avais la première version, et après sur internet j'ai découvert comme beaucoup qu'il y avait 2 versions différentes du jeu. Et pendant des années on s'est posé la question pourquoi il y a des différences entre 2 versions du jeu. Donc c'est vrai que c'était quelque chose sur lequel on n'avait pas de réponse. Il va nous le faire là, il va nous faire un truc, mais vas-y, ouais. Et donc en fait la réponse est simple, c'est que ils ont sorti une première version du jeu pour le marché locatif console. Donc il y a des points où on recommence au début du stage. On a 8 carrés de vie, 6 carrés de vie, ça c'est la version bêta qui a été annulée. Quand on est en transformation. Mais après, pour la sortie arcade, ils ont voulu approfondir qu'on appelle ça les normes des jeux d'arcade, et donc ils ont fait quand on meurt réapparaître le personnage à l'endroit précis où il est mort. Ils ont fait quelques ajustements comme ça. Ils ont enlevé un peu les points de vie parce que ça représentait quand même beaucoup de points de vie quand on était avec 6 points de vie en début de partie. Et donc c'est un truc de fou ce que tu viens de montrer là. Ça c'est un truc de fou. Voilà, donc ça, ça typiquement, c'est les vestiges aussi des choses qui ont été un peu retirées à l'arrache. À l'époque, donc il y avait une plateforme ici. Et en fait, ils ont enlevé les sprites, mais les collisions sont encore présentes en fait. C'est ça. Et donc voilà, et dans le jeu, en cherchant avec ce glitch qui est le double saut,
un truc qui était assez connu des super players japonais. On l'en voit là, avec la porte là que tu m'as montré tout à l'heure, là on le voit là. Ouais, bah c'est ce genre de choses là qui a permis de mettre à jour. Remonte-nous bien la statue là pendant qu'on va terminer sur ça. D'accord. Et donc ouais. donc voilà, pour la sortie MVS, enfin arcade, le jeu finalement, contrairement à ce qu'on peut trouver comme information généralement, le jeu n'est pas sorti en même temps, contrairement, parce que le projet c'était au départ de la Neo Geo, c'est que les jeux sortaient en même temps pour la location et pour l'arcade. Mais Magician Lord, à cause de cette problématique là, a été retardé en arcade et finalement sorti en juin au lieu d'avril, avec une version remaniée, donc la version 2 on va dire, et, où on réapparaît là où on meurt. Et donc cette version 2... Voilà, et en fait c'est pour ça qu'il y a une version différente en carton. Voilà, c'est que en fait cette version 2 là, dans la réédition du jeu, en boîte carton, et puis dans la troisième réédition du jeu, en 93, ils se sont basés sur le jeu d'arcade, où on ressuscite à l'endroit précis où on meurt. Ah, tu vas pas faire la statue là. Non, et c'est la version... oui, j'avais oublié. Eh ben c'est pas grave, tu meurs et tu nous fais la statue. Non, je peux pas y retourner. Bah si, tu meurs. Non, c'est ah bah non, ça va faire respawn. Et donc voilà, donc en fait... Donc là, on a joué à la version 2. Voilà, on a joué à la version 2. Si vous voulez faire une petite différence, en fait, ça c'est la première version. Il y a le petit logo écrit en noir, là, c'est écrit en noir Neo Geo. Et ça ne l'est plus, par exemple, dans l'édition, la deuxième édition. Non, la troisième. Troisième édition, oui, parce qu'il y a eu la boîte carton, c'est ça que tu veux dire par là. Donc effectivement, donc cette version-là, on respawn au début du stage. C'est-à-dire que quand on meurt, on revient au début du stage, et dans cette version, on revient exactement là où on est mort. Mais là, il y a plus de carrés de vie, et là, il y en a moins. Et cette version-là, pour ce que vous avez bien compris, c'est la version arcade. Voilà pourquoi il y a une différence. Ils ont accepté de la sortir en disant ça marchera pour le marché de la location, mais on peut pas laisser ça pour le marché arcade, donc c'est pour ça que la version arcade sera retardée et qu'après ils vont se calquer sur la version arcade. Voilà, tout à fait. Et donc on a encore des vestiges, vous le voyez là en incrustation, effectivement, quand on voit dans la version bêta, dans ce qu'ils ont même laissé, c'est qu'il y avait même un one-up qu'ils ont annulé au dernier moment parce que ça faisait pas partie d'un système arcade. Ouais, c'est ça. Rien à voir avec un système arcade. C'est pas dans l'idée du jeu d'arcade, et puis c'est aussi pour augmenter encore la difficulté du jeu, pour qu'il soit dans les critères un peu plus de jeu d'arcade. Voilà, donc il y a le one-up, j'ai été fouillé dans la cartouche, et le one-up on retrouve des petits items, on sait pas à quoi ils servent, on voit une clé qui montre effectivement, comme tu disais, de l'exploration, on devait ouvrir des portes, on devait sûrement se balader, donc on retrouve quelques petits items, des sprites dans la cartouche quand on y va, et qui montrent qu'effectivement il y a des vestiges de ce jeu qui était annulé, quoi, bah ouais, tout à qui fait, a été remanié. Et puis après il y a effectivement encore une troisième version qui est la version Neo CD, qui a encore quelques ajustements différents des deux autres qu'on a cités, ce qui fait que ce jeu-là a eu plein de variantes. Ouais. Et pour terminer, donc il y a J. Ruizlon sur neogeo.com qui s'était amusé à capturer tout le stage, et vous voyez le premier stage en fait, et on voit à peu près à quoi il aurait ressemblé, et on voit la statue au milieu, la fameuse statue, ça m'a rendu complètement fou, et on voit effectivement le stage complet, et on voit que ils ont enlevé toutes les plateformes, tout a été enlevé, et on voit la taille du stage tel qu'il aurait dû être à la base, sans toutes ces petites plateformes. Tu penses qu'on a fait le tour, on a dit tout ce qu'il fallait dire? Bah, je pense qu'on a effectivement donné pas mal de petites informations sur ce jeu-là qui me tenait à cœur, qui tient à mon avis à cœur auprès de pas mal de joueurs qui ont découvert la Neo Geo en 90 au travers les magazines, et donc voilà, je pense que on a parlé de la Neo Geo, de l'histoire, que ce jeu-là, il a dû suivre les standards, avoir des choses annulées à cause il y a eu un développement assez chaotique, ce qui explique pas mal de choses finalement dans le jeu tel qu'on le connaît, et c'était important d'en parler, et puis de le lier les deux ensemble finalement, vu que c'est intimement lié pour Magician Lord, le développement de la console. Donc ouais, je pense que on a fait le tour. On a pu faire le tour. On se retrouve. Je vous parlais il y a un instant que j'avais été trouver des petits one-up, des ceci, de cela. J'étais fouillé le jeu Magician Lord. Je l'ai déjà fait sur d'autres jeux Neo Geo. Et juste après le générique, tout de suite, on ne bouge pas, on est là. Ceux qui veulent savoir, j'ai été trifouiller un autre jeu Neo Geo de cette époque-là, où j'ai trouvé un élément
très sympa. Moi, ça m'a plu quand je l'ai trouvé. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après le générique, mais l'émission, eh ben c'est quoi? Bah c'est toi qui dis au revoir parce que c'est toi l'invité. Donc tu dois dire merci d'avoir regardé l'émission. On va voir si je vais y arriver. Ah bah vas-y. Tu l'as torché vite, t'as été. Ouais, mais pas bon du tout. Hein. C'est loin d'un super play. J'ai pas fait vraiment attention à ce que je faisais dans le jeu, mais. Parce que moi aussi je joue bien un jeu là. Attention, hein. Ah bah on va voir ça. Donc on vous laisse admirer le super play de Wawa s'il arrive à terminer le jeu en une vie. Et si c'est pas le cas, ben, on vous remercie. Ça a été un plaisir de partager avec vous Magician Lord, la Neo Geo, les anecdotes, toutes ces choses-là. Vous en avez vu en plus plein d'anecdotes de Magician Lord en incrustation. Vous avez eu tout ça. On n'avait pas le temps de tout dire. Tout ce qu'on n'a pas dit, de toute façon, ça a été dit aussi en incrustation. Il y a pas de souci. Et on se retrouve juste après le générique. Tiens, dis-le. Ouais. Magnéto, on se retrouve tout de suite après le générique. Tiens. Magnéto, on se retrouve juste après le générique. Oui, donc alors on se retrouve juste après le générique et donc effectivement là, donc t'as vu j'ai quand même avancé, hein. Tu disais que j'avance. Hein. Et donc effectivement ça concerne, ma recherche concerne le jeu NAM 1975 où bah, tu sais quand à un moment donné t'es rejoint par une petite... la première version de Magician Lord est plus dure. Et où t'es rejoint par en fait... par une fille en fait à un moment donné dans NAM 75, elle vient vous aider à tuer les ennemis. Et en fin de compte, on la voit 2 fois cette fille. Et a priori, à la base, il était prévu que ce soit, pour la première fois ou la deuxième fois, je sais pas, mais ils avaient envisagé que ce soit un gars qui vienne nous aider. Et on le voit, donc vous voyez les incrustations, le gars qui était ligoté, bah voilà, le gars il était ligoté et il venait vous aider. Voilà, franchement c'est marrant de découvrir des choses comme ça. C'est vrai qu'on découvre des petits éléments des fois graphiques dans le jeu. Ils ont souvent une histoire, on la connaît pas toujours, mais quand on arrive à l'interpréter ou qu'on connaît l'histoire derrière, c'est. Faut le savoir en fait. Quand on va dans une cartouche, il faut savoir comment, faut être au fait du jeu, faut connaître le jeu pour se dire ah mais ça fait pas partie du jeu. Tout à fait. Ouais. Parce que des fois, il y a des éléments graphiques, on les a pas forcément vus dans le jeu, mais parce que si on connaît pas bien le jeu, c'est parce qu'on n'a pas tout vu dans le jeu. Mais quand on connaît vraiment bien le jeu sur le bout des doigts, on s'aperçoit directement tout de suite, on fait ça, voilà. D'une petite différence. Ouais. Voilà. Bon, sur ce, et je maîtrise ça. Sur ce, à la prochaine, c'était fini, c'était la petite anecdote. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.